On réouvre notre page politique française avec la suite des consultations politiques à l'Élysée. Emmanuel Macron cherche toujours le nom de son futur Premier ministre, quasiment 2 mois après le second tour des législatives. Le chef de l'État reçoit depuis ce matin ses 2 prédécesseurs, François Hollande, Nicolas Sarkozy, mais aussi Xavier Bertrand pour les Républicains et le socialiste Bernard Cazeneuve. Et c'est ce dernier qui tiendrait toujours la corde pour Matignon. On n'est évidemment pas à l'abri de surprises. Bonjour Damien Lecomte. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je l'ai dit, c'est Bernard Cazeneuve qui tient toujours la corde, qui tiendrait toujours la corde. C'est un nom qui, selon vous, pourrait permettre de sortir de l'impasse. On rappelle que Mathilde Panot a dit qu'elle censurerait pour LFI un gouvernement Cazeneuve. On est en droit raisonnable d'en douter? Oui, je ne suis pas certain que Bernard Cazeneuve puisse être une solution, dans ce sens que, clairement, si jamais Emmanuel Macron nomme effectivement Bernard Cazeneuve, ça veut dire que son objectif, c'est de briser l'unité du nouveau Front populaire. Il espère attirer à lui au moins les socialistes, peut-être éventuellement même les écologistes, en tout cas les franges les plus modérées et les plus pragmatiques du nouveau Front populaire. Mais j'ai quelques doutes sur la réussite de cette entreprise, d'abord parce que jusqu'à présent, la majorité des socialistes, en tout cas la direction du PS avec Olivier Faure, semble toujours loyale au nouveau Front populaire, a réaffirmé qu'ils ont été élus avec ce programme et pour défendre aujourd'hui désormais la candidature de Lucie Castet. Et quand bien même Bernard Cazeneuve arriverait à ramener à lui au moins une partie des socialistes, je suis pas sûr que ça suffise à faire une majorité, parce que même avec la coalition présidentielle, il faudrait au moins que les Républicains, une partie de la droite ou des indépendants de droite, du groupe Liberté Indépendant, accepte de ne pas le censurer pour que ça fasse un gouvernement viable. Donc, même avec Bernard Cazeneuve, le chemin reste très étroit pour avoir un gouvernement qui ne soit pas censuré. Alors, situation politique inédite nous a encore rappelé ce matin Gabriel Attal. C'est l'intérêt du camp présidentiel de présenter cette situation comme inédite pour justifier le recours à une solution inédite également? Sans doute, mais il est vrai que cette situation est de toute façon inédite. C'est vrai que jamais sous la Ve République, on avait eu une Assemblée nationale qui soit aussi fragmentée, avec aussi peu de majorité évidente. 3 blocs en dessous des 200 sièges, en gros. Exactement. Même le bloc le plus important, le nouveau Front populaire, qui est une majorité relative, effectivement, n'a que à peine un tiers de l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai que c'est une situation inédite. Ce qui est inédit aussi, et là c'est ce qui commence à poser un vrai problème, c'est d'avoir un gouvernement démissionnaire aussi longtemps. C'est la première fois qu'on a un gouvernement démissionnaire aussi longtemps sous la Ve République. D'habitude, c'était l'affaire de quelques jours dans les périodes de transition. Là, ça fait 48 ou 49, ça fait plus d'un mois et demi. Et on a quand même une période qui s'ouvre, qui va être celle du budget, de la préparation du budget. Et le problème, c'est que comme c'est la première fois qu'on a un gouvernement démissionnaire aussi longtemps, l'état du droit est très flou sur quels sont les pouvoirs réels de ce gouvernement. Alors on dit qu'il gère les affaires courantes, qu'il doit gérer des affaires techniques et éventuellement les urgences et pas les questions politiques. Le problème, c'est que d'abord la distinction entre ce qui est politique et technique est évidemment sujette à caution. Et en plus, plus on attend et tout devient plus ou moins urgent, en particulier la préparation du budget. Donc avoir un gouvernement démissionnaire qui n'a plus de légitimité à l'Assemblée nationale, toujours en place au moment où il va falloir commencer à préparer le budget, ça commence à poser un vrai problème. L'héritage, Bernard Cazeneuve, c'est quoi aujourd'hui? On sait qu'il a longtemps été ministre de l'Intérieur de François Hollande, éphémère Premier ministre. Hier, Ségolène Royal a été dure avec lui en décrivant, je cite, une pensée rigide. Oui, l'image de Bernard Cazeneuve est compliquée parce que d'un côté, c'est vrai qu'il est respecté par certaines franges de la population et de la classe politique parce qu'il a cette image d'homme d'État. Le fait d'avoir exercé des fonctions régaliennes, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, même si c'était pour un très bref temps, et parce qu'il a cette allure très pondérée, très calme. Mais pour la gauche, pour le reste de la gauche, même s'il est respecté par une grande partie des socialistes, c'est aussi quelqu'un qui a été à l'auteur de lois assez répressives en tant que ministre de l'Intérieur, qui a aussi réprimé beaucoup de mouvements sociaux à l'époque du quinquennat de François Hollande, et qui n'a jamais porté vraiment un discours particulièrement social ou écologiste, qui a simplement été solidaire des gouvernements de François Hollande, en particulier sous Manuel Valls, et qui a appliqué cette politique dont Emmanuel Macron a ensuite été dans la continuité dans une certaine mesure. Et donc c'est pour ça qu'il est très clivant, en particulier à gauche, et qu'on imagine mal qu'il puisse rallier à lui une part importante du nouveau Front populaire. Donc il aurait besoin, s'il devait avoir une majorité, de rallier aussi sur sa droite, et là, ça paraît aussi difficile. Ce ne serait pas aussi l'échec du nouveau monde que voulait instaurer Emmanuel Macron? Est-ce que mettre Bernard Cazeneuve à Matignon, c'est faire place à nouveau à l'ancien monde? D'une certaine façon, oui, c'est vrai que ça voudrait dire que Emmanuel Macron devrait se tourner vers un ancien Premier ministre, vers quelqu'un de l'ancien monde, un notable et un homme d'État de l'ancien monde. Mais en même temps, ça veut dire qu'il essaye toujours de recréer un bloc central élargi. C'est-à-dire que puisque sa propre coalition, désormais, n'a que environ 166 députés à l'Assemblée nationale, il a
sa seule façon d'avoir une majorité qui soit autour de lui et qui ne remette pas trop en cause ses politiques, ça serait de l'élargir un peu sur sa gauche avec les socialistes, un maximum de socialistes, voire d'écologistes, et sur sa droite avec les républicains et les indépendants de centre-droit. Et c'est un peu ce qu'évoquent les deux personnalités qui sont reçues aujourd'hui en dehors des anciens présidents, Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand. On sent qu'il y a cette tentative d'élargir sur les côtés de sa coalition présidentielle, mais ça va apparaître particulièrement difficile de tenir ces deux bouts. Alors justement, cette hypothèse, Xavier Bertrand, on en parle depuis plusieurs semaines maintenant. On rappelle qu'il est donc issu du camp Les Républicains, qui ont donc 45 sièges, si je ne dis pas de bêtises, à l'Assemblée nationale. Bernard Cazeneuve, lui, est le chef presque de lui-même. Il n'a qu'un seul député dans son camp. Oui, absolument. Bernard Cazeneuve a quitté le Parti socialiste en 2022 lorsque celui-ci a fait alliance avec notamment la France insoumise au sein de la NUPES à l'époque. Donc c'est aussi pour ça que Bernard Cazeneuve c'est la capacité d'attractivité à l'égard de la gauche est assez limitée, même s'il est sans doute respecté par une partie des troupes socialistes. Sa capacité à élargir du côté de la gauche semble quand même assez limitée. Dans le cas de Xavier Bertrand, c'est compliqué aussi, parce que même s'il a réadhéré au parti Les Républicains quand il s'est présenté à la primaire, il reste quand même une figure un peu électron libre au sein de ce parti, et il n'est pas sûr qu'il parvienne lui aussi à rallier ce groupe qui, lui aussi, pour l'instant, avec Laurent Wauquiez, sur une position très ferme de refus de toute coalition. Même si un pacte législatif d'urgence a été proposé. Absolument, mais pour l'instant, en tout cas, Laurent Wauquiez et ses troupes restent assez fermés à l'idée de rejoindre Emmanuel Macron. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que comme on imagine bien que le nouveau Front populaire ne pourrait jamais accepter un Premier ministre issu de la droite, puisqu'ils estiment que c'est eux qui ont la légitimité, ils sont arrivés en tête en nombre de sièges à ces élections, un gouvernement dirigé par Xavier Bertrand ou par n'importe quel homme de droite aurait besoin de la tolérance, c'est-à-dire de la non-censure du Rassemblement national pour exister. Et là, ça deviendrait très compliqué. Alors déjà, de façon générale, ça poserait un problème parce que ça pourrait être perçu à juste titre comme une trahison du Front républicain. Mais dans le cas de Xavier Bertrand, comme il est un adversaire direct de Marine Le Pen et du Rassemblement national dans sa région des Hauts-de-France, on aurait du mal à imaginer qu'il puisse obtenir cette majorité d'abstention tolérante du Rassemblement national. Alors on sait qu'Emmanuel Macron aime les surprises. Imaginons que la piste Bernard Cazeneuve, la piste Xavier Bertrand soit écartée. On pourrait penser, on l'a un temps évoqué, un profil plus technique. On se souvient de Mario Draghi en Italie. Cette solution, elle est possible pour la France en 2024 ? Alors, il est parfaitement possible qu'effectivement les consultations d'aujourd'hui soient là pour donner le change, mais qu'en réalité, Emmanuel Macron explore déjà une autre piste. Alors, j'ai entendu ce matin certains de vos collègues évoquer le nom de Thierry Baudet, qui, je crois, est président du Conseil économique, social et environnemental. Donc, effectivement, la piste d'un gouvernement technique, dit technique, peut arriver. C'est vrai que dans un régime parlementaire, que vous avez vraiment aucune majorité qui se dessine, c'est une hypothèse qui vient à un moment donné sur la table. Mais d'abord, comme je le disais tout à l'heure, la distinction entre ce qui est technique et politique est forcément ténue. C'est-à-dire qu'on voit certes dans les sondages que l'hypothèse d'un gouvernement technique séduit les Français, mais parce que aussi chacun peut y mettre un peu ce qu'il veut. Et concrètement, qu'est-ce que ce gouvernement technique peut faire et ferait, ça aura forcément une dimension politique. Et puis, d'autre part, ça n'aurait vraiment d'un point de vue démocratique, ça n'a de légitimité de se tourner vers une solution technique qu'une fois que les solutions politiques ont été épuisées. Et c'est pour ça que, comme l'ont dit un certain nombre de constitutionnalistes ou de journalistes, il aurait été plus légitime qu'Emmanuel Macron nomme quelqu'un, non pas n'importe qui, mais au moins, par exemple, la candidate de la coalition majoritaire, ne serait-ce que pour vérifier que son gouvernement ne tienne pas, pour au moins respecter les formes et donner la responsabilité à l'Assemblée nationale de discuter, de trouver une majorité, quitte à devoir refaire une nouvelle tentative. Mais c'est vrai il aurait évité ce procès en illégitimité finalement. Exactement, ça aurait été respecter son rôle de garantir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, parce qu'après tout, un gouvernement censuré, c'est parfaitement régulier au sens de conforme aux règles. Mais au moins, ça donnerait à l'Assemblée nationale la main pour discuter, plutôt que d'être dans cette attente de la décision du président avec un gouvernement démissionnaire. Alors justement, sur ce fonctionnement de l'État, on l'a appris il y a 1 heure à peine. Le gouvernement a normalement comme date butoir le 1er octobre pour le budget. Il ne devrait pas la respecter, ce qui serait une première sous la 5e. Il y a vraiment urgence à agir là. Oui, il y a absolument urgence, parce que comme je vous le disais, l'état de la jurisprudence et du droit sur qu'est-ce que peut faire un gouvernement démissionnaire est très flou. Donc ça veut dire que tous ces décrets sont susceptibles d'être contestés devant la justice administrative, donc le Conseil d'État. Et peut-il déposer des projets de loi ? Là, c'est la question sera tranchée par le Conseil constitutionnel. Mais du coup, c'est une vraie question. Est-ce qu'il peut se permettre de déposer un projet de loi de finances ? Et auquel cas, s'il ne le peut pas, ça veut dire qu'il faut utiliser les mesures d'urgence prévues par la Constitution qui prévoit, sans rentrer dans les détails techniques, quelques mesures d'urgence par ordonnance pour au moins que l'État continue à fonctionner s'il n'y a pas de budget. Notamment prélever les impôts. Voilà, exactement. Mais donc ça pose un vrai problème si on a un gouvernement démissionnaire qui reste en place trop longtemps et un gouvernement de plein exercice qui serait nommé trop tard et qui aurait du mal, du coup, à préparer sereinement le budget. Merci Damien Lecomte. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France 24.